Bonsoir et merci de nous suivre pour ce numéro de cet écrit. J'ai donné rendez-vous à un jeune romancier sur l'aire d'exposition littéraire de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Adama Amadé Sigiré, bonjour et merci de votre disponibilité. Bonjour M. Kindo. Vous êtes diplômé de lettres, vous résidez ici à Bobo Dioulasso et vous vous définissez comme un écrivain professionnel. Vous êtes à votre deuxième roman avec Le Triomphe de l'amour, l'objet de nos discussions de ce soir. Un écrivain professionnel, c'est quoi exactement? Oui, un écrivain professionnel, c'est-à-dire que moi je me vis comme un écrivain qui se consacre à la littérature, parce qu'il y a les écrivains amateurs aussi, mais moi je me définis comme un écrivain professionnel, parce que je ne fais que de la littérature, j'écris et je passe mon temps à écrire. En plus de cela aussi, j'organise des conférences sur la lecture. Donc voilà ce que j'entends par écrivain professionnel. Et toute votre activité est basée sur la littérature? Voilà, toute mon activité est basée sur la littérature, parce que moi j'ai dit que c'est très difficile de considérer l'écriture si on aime vraiment l'écriture avec une autre source. Donc moi, c'est toute ma passion depuis que j'étais très jeune. Je voulais devenir écrivain et aujourd'hui je suis content et je remercie Dieu. Voilà. Et vous vivez de votre art? Oui, je vis de mon art. Comme j'aime dire, il n'y a pas un travail qui ne nourrit pas son homme, ça dépend de comment vous travaillez. Voilà, même il y a des médecins qui partent en grève, il y a des avocats qui ne sont pas contents. Donc pour moi, ça dépend de la passion avec laquelle on exerce son métier. Alors, Le Triomphe de l'amour, c'est votre deuxième roman, raconte l'histoire de deux jeunes gens qui s'aiment, mais leur amour se voit entravé par des obstacles socio-culturels. Une histoire banale qui se déroule au quotidien, sauf que la fin de votre histoire est tout à fait atypique. Oui, la fin de mon histoire est vraiment atypique. À travers cette œuvre, Le Triomphe de l'amour, j'ai voulu vraiment mettre en exergue l'amour platonique, comme j'aime dire, l'amour dans toute sa réalité. Une fille qui se bat pendant des années pour conquérir l'homme qu'elle a tant aimé. Et à un certain moment, elle est obligée de se marier par force parce que ses parents, elle a subi la contrainte de ses parents, mais elle s'est battue. Et au dernier moment, elle est revenue se marier à son monsieur-là. Donc, comme j'aime dire, c'est l'amour dans sa réalité, l'amour de façon platonique que j'ai voulu révéler ici. Ce n'est pas l'amour cigarette où voilà, je t'aime et puis on te fume, quand c'est fini, on te jette comme un migo de cigarette. Non, ce n'est pas cela. Donc, j'ai voulu prouver encore que, en toute sincérité, l'amour peut encore exister à travers cette histoire et Le Triomphe de l'amour. Et au-delà de l'histoire d'amour que vous racontez dans Le Triomphe de l'amour, le livre aborde simplement des questions liées à la place de l'homme noir dans la société, dans nos sociétés actuelles. Oui, effectivement, je peux dire que Le Triomphe de l'amour, cette histoire d'amour n'est qu'un prétexte. Je suis parti de cela parce qu'il faut chaque fois partir de quelque chose pour pouvoir dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, je suis parti de cette histoire d'amour-là pour moi-même d'abord m'interroger, mais aussi interroger les lecteurs. Donc, quand vous lisez le livre, vous allez voir que tout au long de l'œuvre, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a la place réelle de l'homme noir même dans cette société dite moderne, dans cette Afrique indépendante. Parce que moi, j'aime plus le mot Afrique que le mot Burkina Faso. Voilà, j'aime plus le mot Afrique. Donc, je me pose beaucoup de questions. La perte des valeurs culturelles. Voilà, la perte des valeurs culturelles et le fait de vouloir calquer aussi notre façon de vivre sur le modèle occidental. Donc ce sont des questions comme ça qui sont soulevées tout au long de l'œuvre et voilà c'est sur cela que j'ai voulu mettre l'accent. Justement, l'amour de Téné Nouaga par rapport à son amoureux, il se trouve quelque part que vous dénoncez en même temps le poids des cultures dans ce que l'homme noir peut être aujourd'hui. Pour vous, est-ce que les traditions doivent évoluer? Oui, effectivement. Moi, je voudrais dire ici qu'il faut faire la part des choses. Effectivement, à travers cette œuvre, moi, je dénonce d'abord le poids des cultures. Je me dis qu'il y a des traditions qui sont mauvaises, il faut reconnaître cela. Moi, je suis personnellement contre le mariage forcé. Et dans l'œuvre, si vous avez vu, la fille s'est mariée d'abord par force. Elle a été donnée en mariage forcé. Elle est obligée de se battre avec le temps pour se libérer de ce mariage forcé-là, pour revenir se marier à l'homme qu'elle a tant aimé. Donc je condamne le mariage forcé. Mais je dis aussi qu'il y a des valeurs aussi qui sont africaines. Il y a des valeurs qui sont africaines et ce sont ces valeurs que j'essaie aussi de défendre aussi. Donc je vais inviter les gens à faire la part des choses, à ne pas aller dans la confusion. Que nous cherchons qu'il y a des choses, nos valeurs qui sont peut-être dépassées, qui sont en déphasage avec les réalités de ce moment, mais que nous cherchons aussi qu'il y a des valeurs qui incarnent l'homme noir, des valeurs qui font que nous sommes nous-mêmes noirs. Et ces valeurs-là, j'invite aussi les lecteurs à préserver cela. Des valeurs qui incarnent l'homme noir, des valeurs qui font de nous, Africains, des hommes tout court. Et vous l'avez dit dans Le Triomphe de l'amour, la justice africaine est souvent calquée sur le modèle occidental. Et cela vous dérange? Oui, effectivement, cela me dérange. Certainement, cela me dérange. C'est quand j'ai dit, c'est que quand vous lisez, à un certain moment, le problème est arrivé en justice. Le problème est arrivé en justice. Il se trouvait que Téné Nouaga a été mariée à un jeune homme du nom de Bouba. Elle était mariée au jeune homme pendant 9 ans.
Et vous voyez, et quand le problème arrive en justice, qu'est-ce que le juge il a dit? Il a dit que non, Tenenong n'est d'ailleurs même pas mariée. Elle est une femme célibataire. Tout au moins, elle est une mère célibataire. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on remet en cause ce mariage religieux, on remet en cause ce mariage traditionnel. Au Burkina, le code des personnes et de la famille est clair. Le mariage est considéré mariage quand il est célébré devant un officier d'état civil. Et effectivement, c'est ça qui pose problème, c'est ce que je ne comprends pas. Quand par exemple le ministère me dit que non, nous luttons pour les droits des femmes, nous luttons pour l'émancipation de la femme, combien de femmes au Burkina sont mariées devant un officier d'état civil? Je me demande combien de pourcents, M. Kindo? Voilà, je trouve que c'est un peu en contradiction avec la réalité. Quand vous dites que vous luttez pour les droits des femmes, et vous dites que toutes ces femmes, je termine, vous dites que toutes ces femmes-là qui ont été mariées au village, qui ont été mariées à l'église, qui ont été mariées à la mosquée, les mariés ne sont pas reconnus, mais moi je me dis que ça pose problème. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre formule? Monsieur Sidjiré, soyons réalistes. La loi est faite pour créer une sorte de contrat social dans la vie, du vivre ensemble que les Burkinabés peuvent avoir. Les cultures ne sont pas les mêmes, les traditions ne sont pas les mêmes, mais la loi permet d'égaliser les personnes de par leurs droits qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'un et de l'autre. Vous savez, effectivement, vous me rappelez l'œuvre Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Vous savez ce que Jean-Jacques Rousseau a dit? Jean-Jacques Rousseau a dit que le droit, la loi en général doit préserver ce qu'on appelle l'intérêt général. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la loi est faite par des hommes. La loi doit répondre à un contexte social. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui nous coûte à nous autres Africains, nous autres Burkinabés, de reconnaître ces mariages-là, ou bien d'une façon ou d'une autre, de les légaliser, de les officialiser? Moi, je ne vois pas ce que ça coûte. Est-ce qu'on a besoin de dire, par exemple, je ne sais pas, à ma tante qui se trouve derrière le village de Yatenga là-bas, à sa fille de venir forcément se présenter à Ouaïga à 40 km pour célébrer un mariage avec son mari? Vous croyez que c'est réaliste ça? Non, moi, je suis un écrivain réaliste. Moi, j'ai dit que j'ai mes yeux pour voir. En fait, c'est comme l'écrivain Louis de Bonald a dit, la littérature, c'est l'expression de la société, tout comme la parole est l'expression de l'homme. J'observe, je vois et je dis ce que je vois. Voilà ce que moi, je veux dire. Est-ce que vous n'êtes pas un anticonformiste? Non, je ne suis pas un anticonformiste. Vous êtes contre les lois burkinabées? Non, je ne suis pas contre les lois burkinabées. Je ne suis pas contre les lois burkinabées. Je me dis seulement que la loi est faite par les hommes. La loi doit tenir compte de la valeur de qui nous sommes. J'aime dire qu'on ne peut pas se développer si on ne sait même pas qui on est. On ne peut pas se développer si on ne sait pas d'où on vient. Oui, c'est ça toute la problématique qui se pose ici en Afrique. Et c'est ce que Kizerba a dit dans ce livre, À quand l'Afrique? Le problème de l'Afrique est que les Africains n'ont pas jusqu'à présent trouvé leur voie de développement. On ne peut pas se développer en suivant la voie de quelqu'un. Et même individuellement, nous-mêmes, pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que chacun sache où il est. Il faut que chacun puisse tracer sa voie de développement. Je pense que c'est ce qui se pose. Et ce sont ces questions que moi j'essaie de soulever pour ramener ces magistrats, ces juges, ces avocats-là à être plus réalistes. Nous ne sommes pas obligés. Quelle contrainte nous oblige à calquer notre loi sur le modèle français? Voilà. La loi, elle peut être élaborée en tenant compte des réalités de nos sociétés. Ce n'est pas aussi, je ne demande pas le ciel. Vous dites également que le système éducatif a son répondant dans ces questions de promotion des valeurs sociales, des valeurs culturelles, pour peu que les mots qui minent le développement de l'Afrique viennent de ce manque de substrat éducatif. Oui, effectivement, mais là, il y a des voix plus autorisées que moi qui ont eu à dire cela. Tout notre mal vient de notre système éducatif. Tout notre mal vient de notre système éducatif. La dernière fois, vous savez, j'ai été causé avec le professeur de l'école André Mazoro qui est juste à côté. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais monsieur Sigrid, tu es jeune, tu as des idées, mais écoutez, mon jeune homme, vous ne pouvez pas vous développer avec des effectifs de 80 élèves dans vos classes. Et au-delà de cela, c'est une vision qu'il a donnée. Moi, qu'est-ce que j'aime dire? Le problème vient du système éducatif. Quand vous lisez dans l'œuvre, qu'est-ce que Tiga il dit? Tiga, il a dit que le blanc a pu convaincre nos enfants qui sont des noirs de venir nous dire que nous sommes des bâtards. Mais tout cela, ça vient d'où? Ça vient de ce système éducatif-là, qui nous a conçus ici, qui nous a appris à penser pour les autres et par les autres. Alors que moi, j'invite au réalisme. Moi, j'invite les Africains à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il faut qu'on pense par nous-mêmes, en tenant compte de nos valeurs, de nos réalités. Et pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on pense pour notre développement, pas pour le développement de ceux qui ont colonisé. Oui, mais il se trouve que il y a de ces valeurs africaines qui sont nocives au développement de l'humain tout court, pas seulement du développement de l'Afrique. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est comme quelqu'un a dit que... Et maintenant, comment arriver à faire ce discernement pour ne pas se laisser aller, pour ne pas se laisser tromper? Oui, on peut faire ce discernement. On peut faire ce discernement. Je pense que c'est bien possible. Tout est une question de volonté politique. Vous savez, ce qui manque aux dirigeants africains, ce sont des idées. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec cela. Tout est une question de volonté politique. Avec la volonté politique, nous avons des gens qui réfléchissent, nous avons des gens qui sont allés dans de bonnes écoles. On peut réfléchir, on peut concevoir quelque chose qui nous ressemble et qui nous appartient. C'est bien possible.
Vous n'allez pas me dire que c'est impossible. Alors nous sommes allés à l'école, pourquoi? Si nous ne pouvons pas concevoir quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui prend en compte notre réalité, notre culture, quelque chose qui nous valorise nous-mêmes. Et la dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Quand vous parlez des droits humains, moi je me demande souvent les droits humains, c'est quoi? Les droits humains doivent d'abord valoriser l'homme dans son contexte social. C'est ça. Est-ce que les droits humains aujourd'hui qu'on nous chante aujourd'hui à tout bout des champs, est-ce que ça nous valorise, nous, en tant qu'Africains, dans notre contexte social? Ça pose problème. Les droits humains en Europe, les droits humains en Amérique, ce n'est pas la même chose que les droits humains au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est notre contexte social. L'Amérique, c'est notre contexte social. L'Europe, c'est notre contexte social. Mais on n'a pas réfléchi les droits humains à l'insu de l'Africain, de l'homme noir. Oui. Nous sommes dans les instances internationales, donc on ne réfléchit pas à notre insu. Oui, on ne réfléchit pas. Nous sommes là quand on réfléchit. Oui. Nous étions peut-être là, mais peut-être on ne nous a pas donné la parole. Et moi, je dis aujourd'hui que nous, en tant qu'Africains, est-ce que nous nous sommes fait comprendre? Voilà. Ouais, peut-être c'est la problématique qui se pose. Mais moi, je me dis que même si nous ne pouvons pas nous faire comprendre de l'autre côté là-bas, entre nous, ici, en Afrique, on peut se faire comprendre. Mais je veux dire que quand vous êtes peut-être à des Touba, moi, je les appelle comme ça, des Français, à des Américains, à des Anglais, vous pouvez avoir des difficultés à vous faire comprendre. Mais quand vous êtes entre vous noirs, entre moi et vous, qu'est-ce qui nous empêche de faire des choses pour qu'on puisse se comprendre? Et là, vous le dites, la grande question que vous vous posez dans le triomphe de l'amour et que le lecteur peut également se poser, est-ce que l'Afrique est-elle victime d'elle-même ou victime de l'Europe, de la mondialisation? Effectivement, ça c'est une question très intéressante parce que quand vous lisez, je lisais toutes les, vous savez, en Afrique, il y a deux tendances aujourd'hui. Il y a des gens qui chantent à tout bout de champ que non, l'Afrique a été colonisée, l'Afrique a été esclavagisée, nos grands-parents étaient ceci, nos grands-parents étaient cela. Face à ces gens, moi je réponds, mais que dites-vous de l'Inde? Que dites-vous du Japon? Que dites-vous même je sais pas, même de l'Amérique qui a été colonisée par l'Angleterre? Alors, donc, moi, je soulève cette problématique-là dans les livres. L'Afrique est-elle victime d'elle-même ou l'Afrique est-elle victime de l'Europe? Et selon moi, quand vous lisez, selon ma façon de voir les choses, moi, je me dis que l'Afrique est victime d'elle-même. L'Afrique, nous sommes nous-mêmes notre victime. Vous savez qu'il y a l'écrivain français, je pense bien que c'est Guy Sorman, le philosophe français Guy Sorman a dit « L'Afrique colonisée n'était pas misérable, elle était pauvre. La misère est venue après les indépendances. » Et vous savez ce qu'il veut dire par là? La misère de l'Afrique est venue après les indépendances. Au moment de la colonisation, nous étions pauvres. Pauvreté et misère, ce n'est pas la même chose. Et il y a encore qui est C'est des jeux de mots. Oui, mais ce sont des jeux de mots. Mais la misère et la pauvreté, c'est des jeux de mots. Oui, oui. Le contenu est le même. En réalité, c'est pas la souffrance. Non, c'est la souffrance. Mais la souffrance d'une manière ou d'une autre. Quand on prend la pauvreté, c'est quoi? Quand on prend la pauvreté, c'est le dénouement matériel. Est-ce que vous me faites comprendre? La pauvreté, c'est le dénouement matériel. La pauvreté, c'est quand peut-être on n'a pas à manger. La pauvreté, c'est quand on n'a pas à boire. La pauvreté, c'est quand on n'arrive pas à se payer un bon habit. Mais la misère, elle est humaine. La misère, c'est-à-dire que c'est la personne humaine qui se sent dévalorisée. C'est la personne humaine qui se sent négligée. C'est la personne humaine qui se sent rejetée. Je vous donne un exemple. Avant les indépendances, il n'y a pas de prostitution en Afrique. Et tout un chacun, même si la prostitution n'était pas de façon ouverte comme ça se passe aujourd'hui. L'Afrique traditionnelle, avec Wemba, dans le Yatenga, que vous connaissez. Je connais, mais ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une question vénale où on se donne sous prétexte seulement pour avoir de l'argent. Voilà, et ça se passait dans une certaine dignité, dans un certain respect des normes et de l'éthique. En ce moment, on pouvait parler de pauvreté, mais aujourd'hui, c'est la misère. Quand vous voyez toute une personne humaine qui se plante devant la voie, qui vous dit que nous donnons 1000 fois coucher avec moi, ça, ce n'est plus la pauvreté, c'est la misère humaine. C'est l'homme même lui-même, c'est la femme elle-même, la femme africaine qui a perdu sa dignité. Et vous voyez? Donc voilà des choses que moi j'aime dire que moi j'ai mes yeux pour observer, et moi j'observe et je dis ce que je veux. Je dis ce que je vois. Moi je pense aussi que c'est le rôle de l'écrivain. Si on a à quoi ça sert de prendre la plume, si on n'a pas des idées, si on n'a pas d'autres choses à partager avec les gens, je me dis que ça ne sert à rien. Adama Amadé Sigéré, votre point de vue n'est pas celui de la majorité. Oui, effectivement, je sais que mon point de vue n'est pas celui de la majorité. C'est comme l'écrivaine française Marguerite Duras a dit. Marguerite Duras a dit que les écrivains ne sont pas là où les écrivains ne sont pas là où les autres voudraient qu'ils soient. Sinon on n'est pas écrivain. Moi je pense que l'écrivain doit être extraordinaire. Moi j'aime dire que les gens ont des yeux pour regarder mais ils ne voient pas. Mais l'écrivain c'est celui qui a les yeux pour regarder et pour voir en même temps. Vous êtes convaincu que l'Africain est la source des maux qui le minent aujourd'hui et par conséquent aucun remède ne viendra de l'extérieur pour le sortir. Mais on a comme l'impression quand on lit Le Triomphe de l'amour, votre roman, que vous êtes sévère avec l'Africain. À la limite vous êtes cynique. Non, je ne suis pas cynique, peut-être que je suis sévère. Je vous donne un exemple. Oui, ok. Lorsque vous dites Wendiam eut alors Bobodo comme allié dans sa grande famille. Un soir, Tenga et Yemse s'étaient rendus chez eux. Ils allaient chercher de concert une solution à la situation que Tenoga venait de leur imposer. À vrai dire, ils allaient pour se rencontrer afin de voir quelle voie ils empruntaient pour mettre en exécution la solution qu'ils avaient déjà prise.
Et plus loin, vous dites, Tenga dit qu'il tenait à l'une des choses, c'est-à-dire les deux grandes familles ne pouvaient accepter un tel déshonneur. C'est-à-dire ce que Tenoaga a fait. Et vous dites également, Wendiam redit sa sentence, aucune grotte au monde ne pourra cacher Tenoaga et l'empêcher de repartir chez Nakam Tenga. Où vous mettez la liberté de l'homme? Et vous savez, ça c'est en fait c'est quoi? C'est la conception traditionnelle que je développe ici. Effectivement, en Afrique, ça se passait comme ça. Vous voyez, puisque quand la fille s'est divorcée, il y a eu des tendances. Voilà, il y a eu des tendances. Il y avait des gens qui étaient avec la fille. Il y avait Salif, il y avait Salif qui était là, il y avait, il y avait Boukaré. Il y avait ces gens-là qui soutenaient la fille. Et il y avait ces grands-parents-là, ces gens d'un certain âge-là, qui tenaient coûte que coûte, qui voyaient les choses de façon traditionnelle et qui voulaient que Tenenoka reparte sur son mari. Ça, c'est une tendance traditionnaliste, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des gens, des conservateurs de pur et dur qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas que les gens évoluent. Mais moi, je mets ça pour montrer que ce sont des réalités. Mais aujourd'hui, on peut plus ou moins dépasser cela. On peut plus ou moins dépasser cela. Mais continuez toujours de défendre nos valeurs d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et vous dites également, dans la bouche de votre patriarche Boudsova, que aucun noir ne peut faire du mal à un autre noir sans se faire du mal à lui-même, directement ou indirectement. Oui, effectivement. Ça, c'est après le jugement, parce qu'après le jugement, le patriarche est revenu au village. Le patriarche a dit qu'il a été insulté par les juges. Et il y a ses cousins, ses frères qui étaient là. Ils ne comprenaient pas pourquoi le patriarche dit qu'il a été insulté par les juges. Le patriarche dit que non, moi j'ai été insulté par les juges. Parce que moi j'ai plus de 90 ans. Et les juges ont dit que Tenenoaga n'était pas marié. Les juges ne reconnaissent pas le mariage religieux de Tenenoaga. Ils ne reconnaissent pas ce mariage traditionnel. Et le patriarche dit que moi-même j'ai fait un mariage traditionnel. S'ils ne reconnaissent pas le mariage de Tenenoaga, ça veut dire que moi-même, le patriarche qui suis là, je suis comme un célibataire. Puisque tant que vous n'êtes pas marié légalement, quand votre femme vous quitte, vous ne pouvez pas aller au commissariat, à la justice, aller vous plaindre que votre femme vous a quitté. On voudrait démontrer un papier qui prouve que c'est votre femme. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ma grand-mère qui est assise au village, elle n'est pas mariée selon la loi. Vous voyez, c'est purement, c'est pas comme les Africains raisonnent quand ils pensent les choses ainsi. Donc voilà pourquoi le patriarche dit que aucun noir ne peut faire du mal à un autre noir sans se faire du mal à lui-même, directement ou indirectement. Le juge qui est là en disant que non, non, tu n'es pas marié parce que tu n'as pas eu un mariage, tu n'es pas passé par la mairie, il oublie. Et pourtant, que sa grand-mère, ou bien c'est pas son arrière-grand-mère qui est au village, ne s'est pas mariée légalement. Voilà. Donc en voulant insulter quelqu'un en face, ou bien en voulant déshonorer quelqu'un qui est en face de lui, ou bien en voulant faire croire à quelqu'un qui est en face de lui qui n'est pas été à l'école ou bien qui ne connaît rien des lois, il est en train de s'insulter lui-même. Parce que sa grand-mère, je sais, en 1920 ou bien en 1970, il ne s'est pas présenté devant. Voilà, dénonce. Voilà, c'est comme ça. Il est vrai que l'écrivain dénonce. Oui, effectivement, c'est le rôle de Dans l'écrivain. votre roman, vous dénoncez ces faits. Voilà, qu'est-ce que vous proposez? Oui, qu'est-ce que moi je propose? Moi j'ai dit, vous savez, j'ai animé beaucoup de conférences à travers, à Bobo de la Soie, à Ordara, à travers le Burkina Faso, dans beaucoup de régions. Moi j'ai dit, l'alternative c'est quoi? J'invite les Burkinabés à être réalistes. Vous savez, moi j'ai l'impression que les gens vivent au Burkina Faso, mais ils existent en France. Vivre et exister, ce n'est pas la même chose. Les Burkinabés vivent au Burkina Faso. La France n'est pas forcément la référence non, du oui, Burkina. Ils existent en Occident, je peux m'exprimer ainsi. Ils vivent au Burkina et ils existent en Occident. Alors il faut que nous apprenions à vivre au Burkina, à vivre en Afrique et à exister en Afrique. J'appelle à une prise de conscience. J'appelle à une autre réflexion, j'appelle à un autre débat. Vous savez, moi, en tant qu'écrivain, moi, je pose des questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais je me dis que c'est le rôle de l'écrivain de poser des questions. À quoi ça sert d'être écrivain? Maintenant, quand moi, je pose des questions, j'invite tout le monde, vous, M. Kindo, et tout le monde, à réfléchir, à voir comment nous pouvons cadrer les choses pour prendre en compte nous-mêmes nos propres réalités. Comme Kizerba a dit, on ne développe pas, on se développe. Et il y a une psychologue américaine, Joanne Gattuso, qui a dit, je viens de lire son livre, j'ai été vraiment émerveillé quand la bonne dame a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il n'y a pas de problème qu'on puisse trouver à l'extérieur. Il n'y a pas de solution qu'on puisse trouver à l'extérieur. Puisque tous les problèmes de l'homme viennent de lui-même. Et comme nos problèmes viennent de nous-mêmes, nos solutions ne pourront que venir de nous-mêmes. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On croit que nos solutions sont à l'extérieur. On refuse de réfléchir sur nos réalités. Et moi, ça pose problème. J'ai des exemples. Moi, vous savez, moi, je suis un pédagogue aussi. J'ai été enseignant de formation, enseignant de premier et puis professeur de français. Et ma formation, même avec les élèves, quand je parle avec des preuves. J'aime ce qui est concret. Voilà. J'aime donner des preuves. Je n'aime pas, je ne suis pas un idéaliste, quoi. Je n'aime pas aussi. Et lorsque vous le dites, vous oubliez que l'Afrique traditionnelle avait les réponses aux questions que l'homme africain traditionnel se posait. Quand un problème se pose, on le résout avec des solutions traditionnelles. Peut-être que la modernité ou le modernisme
a dû passer par là et aujourd'hui on a le résultat de l'homme que vous avez. Oui, Mais on ne peut pas s'appuyer sur ça pour nier les cultures africaines. Mais on a tout balayé d'un revers de la main quand l'Afrique moderne est venue. Vous parlez de la déculturation, voilà. Je voudrais peut-être qu'on soit, toute raison gardée, quelque part, qu'on fasse une sorte de discernement, comme on l'a dit en début de propos. Parce que simplement, de part d'autre des réalités africaines, les réponses aussi sont colorées. Oui, effectivement, quand moi je parle de déculturation, qu'est-ce que moi je vais dire? Moi je n'ai pas dit au petit Burkinabé qu'il ne doit pas manger du riz, je n'ai pas dit au petit Burkinabé, je ne sais pas qu'il doit, moi-même qui suis habillé, c'est à l'occidental ça. Voilà, c'est une façon d'être déculturé, est-ce que je me fais comprendre? Mais je me dis qu'il y a quelque chose dans la tête qu'on doit garder. Vous savez, il y a un de mes professeurs qui nous disait à l'université que l'Africain a tout perdu, sauf sa peau. Et que malheureusement, cette peau même, on est en train de la dénaturer. Au finish, nous devenons qui? Donc, moi je pense que c'est la tête. Comme Zem disait, ne pas dire à l'Afrique de rester fermée sur elle-même. Zem dit à l'Afrique, aux Africains, il faut que l'Afrique évite ce qu'on appelle la confusion. Zem dit que quand on se confond, c'est quelqu'un qui disparaît. Et dans la confusion, c'est le plus faible qui disparaît au profit du plus fort. On se confond à voilà, quoi? On se confond à qui? On se confond à l'Occident. On se confond à l'Occident, on veut que ça soit que le modèle soit calme. Vous savez, une fois, j'aime des exemples, hein, j'ai écouté, je ne sais pas, c'est une dame à la télévision qui est derrière mes ministres, et qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Dans ses propos, elle dit que bon, il y a les violations des droits de la femme, mais il y a aussi le problème de la polygamie. Mais Moseri, je me demande si la polygamie... Non, non, elle a dit qu'il y a le problème de la polygamie. Selon mon entendement, c'est comme si la polygamie aussi est une violation des droits de la femme. Et j'ai posé plusieurs fois la question aux élèves. J'ai dit, vous savez, dans 20 ans, les Africains, nous, nos dirigeants, vont revendiquer à ce qu'on légalise l'homosexualité. Et ces mêmes dirigeants-là vont se dire... Arrêtons-nous sur la question de la polygamie, Sigiri. La polygamie. Bon, ce n'est pas parce qu'elle est négative des droits de la femme, mais c'est les souffrances que les femmes vivent dans les foyers polygames. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont même pas mariés et qui ont des problèmes avec des femmes. Il y a des gens qui ont une seule femme. Moi, je connais même beaucoup de personnes des gens qui ont une seule femme, mais leurs femmes souffrent. Vous savez, c'est ça le problème. Même en Europe, là-bas, les gens sont mariés à une seule femme. Et quand on n'arrive pas à pouvoir les nourrir, quand on n'arrive pas à pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous savez, l'homme doit d'abord un être moral. Avant d'être un être matériel, avant d'aller vers le matériel, c'est le moral qui dirige l'homme. Et le problème des Africains, quand vous voyez que quelqu'un a des problèmes dans son foyer, moi je n'ai pas de problème avec ma femme, je suis jeune mais je suis marié pendant longtemps, moi j'ai pas de problème avec ma femme, je lui dis quoi il faut. Il y a des gens qui ont une seule femme. Non, c'est pas ça. Mais vous défendez la polygamie. Je ne défends pas la polygamie. Je dis que si j'ai le choix entre polygamie et homosexualité, je préfère une société polygame à une société homosexuelle. Et je dis, oui, on m'a posé plusieurs fois la question, je dis que non, je suis contre l'homosexualité, comme le professeur Laurent Badou a dit. Voilà. C'est une négation des droits de l'homme. Quand vous dites que vous êtes contre l'homosexualité. J'ai répété que les droits de l'homme doivent élever l'homme. Mais même sur les animaux, moi je demande aux scientifiques de faire des enquêtes. Est-ce que ces animaux, il y a l'homosexualité? Vous avez dit, vous ne savez pas un mouton et un mouton ensemble, ou bien ce n'est pas une brebis et une brebis ensemble. Je vous pose la question. Nous ne sommes pas moutons, on n'en sait rien dans leur domaine. Mais nous savons que l'homosexualité est une tendance sexuelle comme toute autre tendance. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Autant vous êtes porté vers les femmes, autant d'autres sont portés vers les hommes. C'est ce que moi je n'admets pas. C'est ce que moi je n'admets pas. La morale humaine, la dignité de l'homme noir, surtout même de l'homme noir, ne lui permet pas d'être porté. L'homme noir n'est pas exceptionnel. Voilà. Il est un homme tout court. L'homme noir est quelque part exceptionnel parce qu'il a ses tendances, il a ses valeurs. Quand nos jeunes frères partent en Europe, ils se sentent souvent dépaysés, ils se sentent souvent perdus. C'est quoi? C'est parce que le contexte européen, la culture de l'Europe est différente de la culture de l'Afrique. Sinon, pour qu'on allait se sentir un peu dépaysé, on allait se sentir un peu n'être pas à l'aise, en conformité avec nos réalités. Ça pose problème. Est-ce que ce n'est pas une disposition mentale? Quelque part, il n'y a pas une sorte de déconstruction mentale qu'on doit entreprendre? Cette façon de faire, moi je dis que ça ne viendra pas de l'extérieur, ça peut venir des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que nous viendrons reconstruire notre histoire, nous viendrons nous faire nous-mêmes. Vous voyez, nos problèmes, c'est nous qui les créons matin, midi, soir. Moi, j'aime dire aux gens qu'il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, les premiers actes, c'est se créer eux-mêmes des problèmes. Oui, parce que dans la vie, on a le choix entre être heureux et être malheureux. Mais il y a des gens qui choisissent d'être malheureux. C'est ça. On a le choix entre se développer ou de ne pas se développer. Les Africains ont choisi de ne pas se développer, et moi je l'ai dit. C'est ça. Il nous faut une voie, il nous faut une façon de faire qui est propre à nous. Voilà, et c'est ce que je suis en train de parler. Même quand vous prenez dans la culture, quand vous prenez un film qui est tourné au Brésil et puis un film qui est tourné en Inde, on voit que c'est une différence. Quand vous prenez aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe à la télévision, mais c'est un film qui est prisé, c'est un film qui est aimé. Mais quand vous regardez, vous savez que ce sont des Indiens.
Ils tournent un film, ils arrivent à promouvoir les cultures, la Quand culture Dani Kouyaté indienne. tourne si à l'oreille Voilà. du python, c'est que Oui, on est en effectivement, Afrique. oui, Dani Kouyaté, ça c'est très intéressant, mais je peux aussi citer aussi d'autres réalisateurs quand ils tournent et que vous regardez, peut-être c'est juste la peau qui est noire, sinon ce qui se passe là-bas, ouais, c'est purement l'occidental. Voilà. C'est ça. Donc, moi, je veux dire qu'il faut que même notre culture, il faut que nous soyons en conformité quelque part avec nos valeurs. C'est très difficile de se développer. Et que faites-vous de la mondialisation? Que faites-vous La de mondialisation, cette globalisation où l'homme noir n'est pas en dehors, n'est pas à l'écart, dans la mesure où, voilà. on a dit mondialisation et puis confusion, je pense que ce ne sont pas des synonymes. Hein. On a dit mondialisation. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans tout le monde. Il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture voilà. d'ici, Il y a une ouverture, sur le monde. mais ça ne veut pas dire que cette ouverture-là, quelqu'un doit rentrer dedans pour s'enfoncer. On doit rentrer dedans pour vivre, quoi, pour mieux vivre. C'est une ouverture dans laquelle vous devrez rentrer pour vous enfoncer. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Et même la mondialisation ne nous condamne pas. J'aime dire que les Africains aiment dramatiser. Les Africains aiment dramatiser. Il n'y a pas une mondialisation qui nous condamne. On nous demande d'être des partenaires. Est-ce que vous voyez? On demande d'être des partenaires avec des gens. Mais bon, c'est lamentable parce que les Africains travaillent pour les gens. Les Africains travaillent pour les gens. Normalement, on doit travailler avec quelqu'un. Non, on demande d'être des partenaires avec d'autres continents, avec l'Amérique, avec l'Europe. Sinon, on ne nous condamne pas. Quel mondialisme nous condamne? C'est nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous sommes prêts à nous condamner. Une fois qu'il y a une petite ouverture qui est là, nous on rentre. Au lieu de profiter des occasions, nous on va vers le mauvais côté. Et c'est ça qui pose problème. Et chaque fois on crie que nous sommes victimes, nous sommes victimes. Moi je me dis, le Japon en 1945, le Japon était quel pays? Mais vous croyez que c'est parce qu'il y a eu le plan Marshall que le Japon est devenu comme ça? Non, ce n'est pas le plan Marshall. C'est parce que les Japonais eux-mêmes ont pris conscience qu'il y a eu un drame et qu'il faut le réparer. C'est ça qui fait la force du Japon. Même si on envoie le plan Marshall en Afrique, vous croyez que ça allait marcher avec cette façon de gouverner, avec cette façon de faire? Ça pose problème. L'Afrique même a eu plus que le plan Marshall. Je ne voudrais pas qu'on se lance dans un débat purement politique. Vous avez écrit Le Triomphe de l'amour pour dénoncer des tas. Pour dénoncer des mots. Vous pouvez être capable. Oui, je suis. Mais si vous voulez, moi, ou vous n'avez pas le courage de vous dire. Non, moi, j'ai le courage. C'est quelle façon? C'est quoi? C'est la mauvaise gestion des ressources financières. Voilà. Vous voyez des gens qui peuvent rouler avec des voitures de 30 millions, 40 millions pour venir emprunter 10 000 ou 15 000 francs. Ça pose problème. Moi, Zéry, quand on me dit qu'il manquait 100 millions de francs pour ouvrir la SNC, j'ai dit, mais bravo les Burkinabés. Vous manquez 100 millions pour ouvrir la SNC? Et ça pose problème. Mais si on me venait me demander, si on me consultait, moi, qu'est-ce que j'allais dire? Mais quand je ne sais pas, 3 véhicules... C'est des questions de réglage budgétaire. Non, mais vous savez, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas venir avec une voiture de 20 millions pour garer, pour dire que vous avez des 100 000 francs quelque pour résoudre votre problème. Ce n'est pas réaliste, quoi. On ne vous prendra pas au sérieux. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est cela. Et même les Occidentaux aujourd'hui sont en train de se rendre compte. Oui, vivre en fonction de ses moyens. Comment vous allez concevoir que moi je suis à Bobo ici, une fois une école qui a été, les toiles d'une école sont parties, et j'ai entendu après quelqu'un qui a dit, mais c'est un maire même, le maire, mais qu'est-ce que le maire a dit? Le maire a dit qu'il nous manque quelque chose de 10 millions. Mais il dit, mais il n'y a pas 10 millions à la mairie? Moi je ne peux pas concevoir que ces voitures-là soient déposées à la mairie, que les gens roulent avec ces voitures, et qu'ils n'ont pas 10 millions pour investir dans l'éducation. Domaine prioritaire, c'est l'éducation qui forme l'homme. Quand il a dit, l'homme ne devient homme que par l'éducation, il n'est que ce qu'elle le fait. Et ça pose problème. Donc vous voyez, ce sont des réalités comme ça. Et c'est pour cela que moi j'aime la littérature. Parce que ça me permet de me défouler. Ça me permet, même si je ne peux pas avoir accès à ces gens-là pour leur dire la vérité, à travers mon œuvre, je dis et je dénonce. Mais je suis optimiste. Je ne suis pas un afro-pessimiste, je suis un afro-optimiste. Parce que moi je me dis qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se dessiner en Afrique. Il y a des jeunes qui sont en train de venir, il y a des jeunes qui sont en train de prendre conscience. Et moi je suis sûr, peut-être même ça ne sera pas avec nous, avec nos enfants, nos petits-enfants. L'Afrique trouverait une porte de sortie. Ça, moi je suis conscient. C'est comme ça. Parce qu'il y a l'écrivain Bisikisi Tandundu, comme j'aime beaucoup lire. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Quand les Afriques s'affrontent. Il dit que son livre même d'abord, quand les Afriques s'affrontent. Est-ce que vous voyez? Mais quand je dis, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si l'Afrique est déboussolée, si l'Afrique est étranglée, la faute est imputable à son élite politique. Elle n'a rien compris de l'histoire, rien compris à sa mission sociale et politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'écrivain d'une voix plus autorisée. A démissionné ou a failli à sa mission. Cette élite n'a pas compris ce qui est nécessaire, ce qui est vital pour l'Afrique. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui meurt de soif, quelqu'un qui a fait 3-4 jours sans manger. Et au lieu de lui donner de l'eau, vous lui donnez de la nourriture. Il ne peut pas manger, il faut qu'il boive d'abord pour se désaltérer. Il faut d'abord désaltérer l'Afrique. Mais non, au lieu de nous désaltérer, on nous force à manger ce que nous ne voulons même pas, ce qui ne nous convient même pas à notre corps. Donc moi j'invite les gens à plus de réalisme. Vous savez, même quand moi je pars à Ouaga, j'ai l'impression que vraiment il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au Burkina Faso. Ils vivent, mais ils n'existent pas au Burkina. Et ça pose problème.
Et ça pose, alors que quand vous quittez à 15 km de Ouagadougou, vous voyez que la misère est étalée comme ça. La misère est là, ça pose problème. Vous voyez? La Donc, question de la misère, ce serait certainement un autre thème avec vous, Adama Amadé Sigéré. Je rappelle que vous êtes venu nous présenter votre roman, Le Triomphe de l'amour, un roman qui parle de l'amour, mais également qui pose un certain nombre de problématiques actuelles à l'Africain. Avant de se quitter, je voudrais juste présenter ces nouvelles parutions. D'abord, Walid Bara qui nous a publié Management des artistes, musiciens au Burkina, amateurisme, conflit d'intérêts et des défis de professionnalisation. C'est un livre formidable qui nous dénonce un certain nombre d'amateurisme et de tard dans la gestion de la culture, un pan de la culture au Burkina. Il y a également Domba Jean-Marc Balm avec Ouezin Koulibaly, Nazi Boni, deux leaders politiques africains de haute volta. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est des héros oubliés. Et donc, Domba Jean-Marc Palme nous rappelle un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été pour l'histoire du Burkina et ce qu'ils peuvent être pour la jeune génération en termes de modèle identificatoire. Et enfin, Ama Baba, qui nous publie Blaise Compaoré, un artisan de la paix, une chronique des médiations salutaires de Blaise Compaoré. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci pour votre attention et à une prochaine pour un autre numéro. C'est écrit. Au revoir.